La saison des vacances est juste au coin de la rue, et avec elle, une vague entière de nouveaux modèles brillants de toutes les meilleures entreprises d'impression 3D. Eh bien, je teste tous ces modèles à l'extrême depuis des semaines maintenant, et voici tout ce que vous devez savoir avant même d'envisager d'acheter l'une de ces machines. Allons-y. Avant de commencer, juste une petite remarque. Ce n'est pas une revue approfondie. Je veux inclure les informations clés, spécifications, impressions d'échantillons, caractéristiques uniques, avantages, inconvénients et problèmes rencontrés pour que vous obteniez rapidement ce que vous devez savoir. Mais si vous voulez voir une revue approfondie sur l'une de ces imprimantes, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et au fait, les liens d'affiliation sont ci-dessous si vous voulez soutenir la chaîne. Ça ne vous coûte rien, mais papa a besoin d'un nouveau MacBook. Aussi sur cette note, les avertissements. Toutes ces imprimantes ont été fournies gratuitement pour examen. Toutes les opinions dans cette vidéo sont les miennes, et aucune de ces entreprises n'a eu de contrôle éditorial, ni ne verra cette vidéo avant aucun d'entre vous. Cela dit, gardez à l'esprit que presque toutes ces entreprises ont sponsorisé des vidéos sur la chaîne dans le passé. D'accord, c'est parti. Donc je vais commencer cette vidéo avec l'imprimante qui, je pense, va le plus vous exciter, étant donné combien d'entre vous dans mes commentaires attendaient une imprimante 3D multicolore de grand format. Malheureusement, cette imprimante ne rentre pas sur la table actuellement. Et c'est le combo Creality Key de plus. Au moment de cet enregistrement, j'ai comptabilisé autant d'heures sur l'imprimante. Je dois vérifier, j'ai fait des centaines de changements de filaments. Pour des spécifications de haut niveau, le K2 Plus offre un volume de construction de 350 mm3, une capacité multicolore, une impression à haute vitesse avec une buse et une extrémité chaude durcie et à haut débit, une chambre chauffée, et il est prêt à imprimer n'importe quoi, du PLA jusqu'au filament composite de qualité ingénierie, directement sorti de la boîte. Caractéristique remarquable. Regardez, il serait facile de dire que c'est simplement une copie agrandie du X, un carbone de Bambu Labs, mais Creality a ajouté quelques fonctionnalités intéressantes. Cela comprend le balayage identification par radiofréquence pour la bobine externe, des dépressuriseurs de bobines à ressort dans le système multimatériaux pour maintenir les bobines bien en place, 2 ventilateurs de refroidissement auxiliaire, une chambre chauffée et un affichage à cristaux liquides de la température et de l'humidité directement à l'intérieur du système multimatériaux. De plus, il y a une prise en forme de baril suspecte et quelques trous filetés à l'arrière du CFS, ce qui me fait honnêtement suspecter que si cet appareil n'a pas déjà un type de séchoir intégré, il aura probablement une option améliorable à l'avenir. Malheureusement, je n'ai pas compris comment le démonter facilement, donc nous devons simplement attendre. Allons de l'avant et jetons un œil à quelques échantillons d'impression. Parlons de ces gars. Ils ont l'air affreux et Creality a effectivement pris contact parce que j'ai téléchargé un court-métrage et nous avons fait quelques dépannages et ils m'ont fait savoir quelque chose. Tout d'abord, j'ai réduit le multiplicateur de purge d'extrusion à je pense 0,75 ou 0,8 et clairement, vous ne pouvez pas faire cela avec un contraste aussi grand que le noir et le rouge car vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de saignements. Mais en plus de cela, Creality a souligné que j'avais désactivé la calibration lorsque je l'ai réimprimé. Cela a échoué au début, puis je l'ai réimprimé et j'ai désactivé la calibration. Ils prétendent donc ici que ce n'est pas un décalage de couche, mais un problème avec la calibration, soit du filament, soit de la mise en forme de l'entrée. D'accord, je peux l'accepter. Et puis la dernière chose qu'ils m'ont fait savoir, c'est que vous n'êtes vraiment pas censé utiliser des impressions multicolores avec une hauteur de couche de 0,15 mm, ce qui est un peu décevant parce que si vous faites du multicolore, vous voulez vraiment avoir cette très haute qualité. Ils m'ont fait savoir que je devrais faire un minimum de 0,2 de hauteur de couche pour les changements de couleur. J'ai une autre impression en cours que nous allons examiner dans un instant avec toute l'extrusion automatique. Vous savez, la calibration et l'avance de pression réellement activée cette fois, nous allons voir si cela semble mieux. Je vais attribuer celui-ci à, encore une fois, moi qui maltraite et teste la machine avec une faible extrusion, débit, dégagement, rinçage, quoi que ce soit, et aussi des hauteurs de couche très très petites. D'accord, salut, je suis de retour. J'ai fait une autre impression, cette fois avec les paramètres recommandés par Creality,
et j'ai fait celle-ci spécifiquement pour souligner les limites d'une impression multicolore avec des hauteurs de couche de 0,2 mm. Et c'est quelque chose que Creality doit résoudre. Le changement de couleur ici me semble bon. L'imprimante fonctionne bien, sans aucun décalage de couche. La purge est excellente, mais je pense que cette impression met en évidence pourquoi vous avez vraiment besoin de pouvoir faire des impressions multicolores à une hauteur de couche plus petite. Et c'est un exemple extrême avec, vous savez, un bord arrondi. Il y a beaucoup de potentiel ici. Je pense simplement qu'ils doivent mieux régler les choses pour que vous puissiez réellement utiliser ce dont l'imprimante est capable, ce qui est des hauteurs de couche significativement plus petites pour multicolore. De toute évidence, je vais continuer à tester et à mettre cette chose à l'épreuve, mais je pense que c'est assez d'échantillons d'impression pour cette vidéo. Nous avons beaucoup d'autres imprimantes à tester. D'accord, parlons de ce que j'aime. Maintenant, vous savez si vous avez déjà suivi la chaîne que j'ai eu quelques critiques à faire sur Creality par le passé, mais il y a beaucoup à aimer dans cette machine quand elle fonctionne comme prévu. Pour les premières, je ne sais pas, 50 heures environ, c'était incroyablement sans intervention. Elle a juste fonctionné à la fois pour l'impression et pour le chargement et le déchargement fiable du filament. J'aime aussi le fait qu'il peut être retiré sans avoir à enlever toute l'extrémité chaude et à manipuler les fils. Il dispose d'un système de ventilation impressionnant avec beaucoup de charbon actif ou de carbone, ce qui sera idéal pour l'impression de matériaux d'ingénierie. La qualité de construction et les matériaux sont de premier ordre, facilement la meilleure qualité que j'ai jamais vue de Creality. J'ai également découvert certaines caractéristiques très intelligentes du CFS, y compris la capacité de dégager réellement les bourrages sans démonter tout l'appareil et la capacité de retirer facilement les tubes Bowden du moyeu, deux améliorations vraiment géniales que Creality a apportées en se basant sur les problèmes que les utilisateurs ont rencontrés avec le Bambu Lab AMS original. Alors bien joué Creality. Passons maintenant à ce que je n'apprécie pas. Il y a encore un certain nombre de petites choses qui ne me plaisent pas avec le K2+, du moins pas pour le moment. Étonnamment, j'ai en fait seulement 2 petites plaintes du côté du matériel. Pour une raison quelconque, il utilise encore une autre taille de buse unique et une taille de plaque de construction propriétaire unique à un seul côté, ce qui est ennuyeux si vous avez déjà des pièces de rechange d'autres machines similaires. En passant aux plaintes non liées au matériel, j'en ai en fait pas mal. Premièrement, bien que Creality vous donne un accès root à l'imprimante, je ne suis pas sûr de ce que je peux faire avec, car elle fonctionne avec quelque chose appelé Tina Linux, mais elle n'a même pas Git installé, et je ne parviens pas à comprendre comment installer quoi que ce soit. Octopartout dans Moonraker ne sait pas comment installer quoi que ce soit. Octopartout, Moonraker, grand voile. Je ne suis même pas sûr à 100% que cette machine fonctionne avec Clipper, mais si c'est le cas, Creality a l'obligation de rendre open source tout logiciel basé sur Clipper, ce que j'espère sincèrement qu'ils feront. C'est probablement quelque chose dont l'utilisateur moyen se fiche, mais cela rebutera les utilisateurs avancés comme moi qui veulent installer ces plugins et mises à niveau. Deuxièmement, bien que le Slicer Creality se soit considérablement amélioré, il n'est toujours pas aussi abouti ou riche en fonctionnalités que le Slicer Orca, ce dernier fonctionnant pour le tranchage, mais ne supportant actuellement pas la cartographie multimatériaux ou certaines des fonctionnalités du K2+. C'est donc un autre Slicer que vous devrez garder sur votre ordinateur pour réellement commencer l'impression. Et même si vous l'installez, il a des bugs. Par exemple, il y a cet effet de stroboscope sur mon Mac. Il n'y a apparemment aucun moyen de déplacer les choses au centre, ou il y a différents problèmes avec des choses qui disparaissent. Troisièmement, la machine ne prend pas en charge l'impression à distance ou la surveillance depuis l'application de bureau pour le moment. Vous pouvez surveiller l'imprimante à distance ou lui envoyer du G-code prédécoupé depuis leur bibliothèque de modèles en utilisant votre téléphone mobile. Mais pour une imprimante qui s'intègre au logiciel de gestion de ferme de Creality, cela semble être une grande omission de ne pas pouvoir imprimer à distance. Heureusement, mon représentant chez Creality m'a informé que cela sera résolu en décembre, mais vous savez, vous devez un peu acheter les choses telles qu'elles sont maintenant, pas comme elles vont être. Une autre chose que je n'aime pas, c'est qu'à cause de la très longue pause de chauffage sur le K2+, il ne rétracte pas le filament avant de le couper. Donc la quantité de purge dont vous avez besoin est, je pense, beaucoup en général, et beaucoup plus qu'elle ne devrait l'être. Il devrait apprendre de le ERCF et simplement rétracter le filament autant que possible, afin de ne couper et purger que la toute petite pointe fondue. Mais soyons honnêtes, ce sont surtout beaucoup de petites choses, à part le gros problème que j'ai eu
Alors parlons des problèmes. Au début, j'ai eu très peu de problèmes avec le cas de plus qui n'était pas causé par moi qui jouais avec et bricolait. Mais ensuite, j'ai vraiment mis l'imprimante à l'épreuve, avec des impressions multicouleurs très longues, nécessitant de nombreux changements de filaments. Et les choses sont devenues un peu chaotiques. Le filament s'est cassé à l'intérieur du tube Bowden, le filament phosphorescent a bouché la buse, et j'ai eu de fausses alertes de bouchage répétées qui m'ont obligé à appuyer manuellement sur réessayer, mais qui se sont ensuite miraculeusement dégagées. Et puis j'ai commencé à avoir ce problème persistant où l'imprimante pense qu'il y a un blocage entre le hub CFS et le capteur de filament de l'extrudeuse, mais rien de ce que je fais pour réellement le résoudre ne semble faire de différence. Maintenant, étrangement, le remplacement du filament qui posait problème par du filament de marque Creality a résolu le problème pour l'instant, mais j'ai juste besoin de beaucoup plus d'heures de test pour voir si ce problème réapparaît ou à quel point le CFS est fiable à long terme. Une semaine après, Jonathan de l'édition au téléphone. Donc, cela fait en fait environ une semaine, et j'ai passé une trentaine ou quarantaine d'heures supplémentaires sur la machine, y compris une impression phosphorescente à 4 couleurs avec quelques milliers de changements de filaments, qui est en fait presque terminée dans l'autre pièce. Et honnêtement, après un début difficile, le K2+ a fait preuve d'une performance admirable. J'ai eu quelques avertissements d'extrudeuse bouchée, et le coupe-fil s'est coincé quelques fois. De plus, l'une des bobines en carton, presque vide, était trop petite pour se rétracter correctement. Mais tous ces problèmes étaient très simples à résoudre. Les fonctionnalités intelligentes les ont détectés. Et je dirais que dans l'ensemble, la fiabilité multicolore de cette imprimante est au moins à la hauteur de l'AMS original de bambou. Sinon meilleure, bien que je pense toujours qu'elle n'est pas tout à fait aussi fiable que l'AMS Lite. Donc, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé au début, mais tout semble s'être un peu arrangé, ce qui est un peu étrange, mais bon. Concernant l'impression multicolore, si je la montre à l'écran, ignorez les fils. En fait, j'ai intentionnellement laissé le filament fluorescent gorgé d'eau et filandreux, parce que je voulais qu'il ait cet effet de brouillard qui se dégage de la glace. Très bien, le prix. Le combo Crealitica 2+, est maintenant disponible pour 1499 $ et peut être précommandé dès maintenant. Ensuite, jetons un coup d'œil à la dernière sortie de FLSun, le T1 Pro. Au moment de cet enregistrement, j'ai 45 heures d'utilisation sur cette imprimante, ce qui est peu. Pour les spécifications de haut niveau, le volume de construction du T1 Pro est de 260 de diamètre sur 330 de hauteur, bien que ce soit un cône, et vous obtiendrez en réalité un peu plus, comme 280 mm de haut partout, sauf au tout centre. Il est également doté d'une extrémité chaude ultra rapide pour l'impression à grande vitesse. Pour les caractéristiques remarquables, le T1 Pro est honnêtement ma première imprimante Delta, et c'est ma première imprimante qui utilise un CPAP pour le refroidissement. Mais à part ces deux nouveautés et le prix, je ne peux honnêtement pas dire que quelque chose m'a vraiment surpris à propos de cette imprimante ou s'est démarqué. Je suppose que la façon dont il monte la bobine à l'intérieur est assez unique, et c'est vraiment une bonne idée de la rendre facilement amovible pour les panneaux de l'enceinte. Et si vous demandez à FLSun, ils veulent vraiment souligner à quel point cette imprimante est plus silencieuse que leur modèle précédent. Examinons quelques échantillons d'impression. Maintenant, notez simplement que certains de ces éléments ont été imprimés avec du PLA normal avant que je ne l'ai réglé, et d'autres ont été imprimés en PLA à haut débit, et je ferai de mon mieux pour ajouter des informations à l'écran sur ce que vous voyez actuellement, afin que vous puissiez comprendre si c'était dû à des ajustements de profil, ou à du filament, ou simplement à l'imprimante. D'accord, voici ce que j'aime. Il y a vraiment beaucoup d'atouts à cette imprimante. Tout d'abord, je suis heureux de voir que FLSun a résolu le problème de bruit que de nombreux autres critiques avaient avec certains de leurs modèles précédents. Cette chose n'est pas exactement silencieuse à cause du bruit unique des moteurs, mais c'est vivable. De plus, le T1 Pro est capable de vitesses insensées, et j'ai chronométré son impression de certaines fonctionnalités à 800 mm par seconde confortablement. De plus, comme certains autres critiques l'ont déjà noté, tant que vous passez juste un peu de temps à personnaliser les profils, ou simplement à rejoindre notre Patreon et à télécharger mes profils, vous obtiendrez une qualité d'impression phénoménale de cette chose, en particulier compte tenu de la rapidité d'impression. Pour être honnête, le prix de cet objet m'a époustouflé vu ce qu'on obtient. Pendant que je le testais, je pensais honnêtement que ce serait une machine à 699 ou même 799 $. Une énorme affaire. Malheureusement, il y a aussi un certain nombre de petites une énorme affaire.
Malheureusement, il y a aussi un certain nombre de petites choses que je n'aime pas actuellement avec le T1 Pro, bien que j'espère que la plupart d'entre elles peuvent et seront corrigées avant que les clients ne commencent à les recevoir. Premièrement, FLSON n'a pas ouvert l'accès SSH, ce qui signifie que je n'ai pas pu installer mes propres mises à niveau comme Octo Everywhere pour la surveillance à distance. Cette machine utilise également sa propre fonction de timelapse plutôt que d'utiliser simplement celle intégrée dans Moonraker, ce qui me semble un peu étrange. Mais plus que tout cela, c'était la situation du trancheur et du profil. FLSON a bifurqué Orca Slicer en leur propre trancheur, qui est basé sur celui-ci, mais a supprimé de nombreuses fonctionnalités que j'utilise régulièrement, telles que l'avance de pression, les ajustements de vitesse et les limitations de débit. De plus, le trancheur n'a qu'un seul profil pour chaque matériau, un de 0,2 mm, qui est encore régulièrement mis à jour. Lors de mon premier test de l'imprimante, l'impression était très rapide, proche des vitesses annoncées. Cependant, depuis la dernière mise à jour, les performances ont été considérablement ralenties. Faire de la publicité pour des vitesses fulgurantes, mais n'offrir qu'un profil bien plus lent, est une bête noire pour moi, comme avoir une douzaine de trancheurs différents sur mon PC. Ne vous méprenez pas, je pense que FLSON a créé ici du matériel fantastique, surtout pour le prix. Mais ils ont fait des choix étranges en termes de logiciel et de firmware, et j'espère vraiment qu'ils corrigeront ces problèmes avant d'expédier ces choses. Par exemple, j'aimerais vraiment les voir fournir une gamme plus large de profils pour Orca Slicer, car honnêtement, alors que le matériel et le firmware des imprimantes 3D s'améliorent tellement, ce qui distingue vraiment une excellente machine comme une Prusa ou un Bambu Lab et une machine pas si géniale va être la perfection avec laquelle les profils sont réglés. Et à cet égard, le FLSON T1 Pro a fait un flop. Ce n'est pas du tout rare lors des tests d'imprimantes en pré-lancement, comme vous le verrez dans une seconde. Oh, aussi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas simplement programmé une sorte de chargement et déchargement automatique du filament lorsque j'enfonce le filament au-delà du capteur. Genre, pourquoi ai-je besoin de cliquer 4 ou 5 fois différents sur l'écran tactile, tout en jonglant avec 2 bobines de filament, juste pour changer de filament? C'est un peu agaçant. Maintenant, j'ai eu quelques problèmes avec le T1 Pro. Mais ici, beaucoup de cela pourrait être une erreur de l'utilisateur, car j'ai exporté leur profil de leur trancheuse et les ai importés dans Orca Slicer, seulement pour réaliser que certains paramètres n'ont pas été transférés correctement, ce que je crois avoir causé certaines des imperfections de surface et des problèmes d'avance de pression imparfaits sur beaucoup de choses que j'ai imprimées. Quand j'ai, à contre-cœur, basculé à nouveau vers leur trancheuse, la qualité d'impression s'est nettement améliorée, et avec le temps, j'ai pu personnaliser et perfectionner les profils de la trancheuse Orca pour qu'ils impriment de manière phénoménale. Donc, en termes de problèmes réels avec l'imprimante elle-même, le seul majeur était que le faisceau de câble était en fait trop court pour atteindre le haut et serait retiré si je réinstallais cette pièce de garniture métallique, ce qui m'a alors forcé à couper dans la pièce de garniture. J'ai déjà informé FLSON du problème et j'espère qu'ils pourront le résoudre dans la production à venir. Très bien, prix et disponibilité. Êtes-vous prêts pour ça? Cela dit, le T1 Pro est une véritable aubaine à seulement 399 $, et il est disponible en précommande maintenant. En changeant de sujet, regardons maintenant un lanceur de lit économique de Sobel, qui vise à être une alternative à faible coût à la Prusa MK4S, avec des caractéristiques et des performances similaires. À ce jour, j'ai enregistré 72 heures sur cette imprimante. Les spécifications de haut niveau incluent un volume de construction de 220 par 220 par 250, des roues à rouleau entièrement métalliques, des vitesses d'impression similaires aux lanceurs de lit les plus rapides du marché, une extrémité chaude de style Volcan, un clipper et un design open source, ainsi qu'un écran tactile et plus encore. Parmi les caractéristiques remarquables, le SVO6 Ace dispose d'une caméra et d'un LED, ce qui est une première pour la ligne Bedslinger de Sobel, et il a une carte d'outils alimentée par USB-C qui, combinée avec le firmware et le matériel open source, fera de cette imprimante un excellent candidat pour la mise à niveau et la modification si, disons, vous voulez essayer de mettre un ERCF ou un autre type de tête d'outil dessus. Aussi, comme le Prusa Mark IV S avec lequel il espère rivaliser, vous pouvez voir que le refroidissement est assez costaud, bien que j'ai pu trouver ses limites. Voici quelques échantillons d'impression que j'ai imprimés. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,
Le SV06 Ace est une imprimante sans fioriture qui fonctionne pour la plupart du temps de la mise à niveau automatique du lit à l'impression. Le matériel est extrêmement solide, il est durable et il sera vraiment facile à entretenir et à améliorer. Je ne doute pas que cette imprimante prospérera comme une bête de somme, que ce soit à la maison ou dans un environnement comme une ferme d'impression. J'aime que Sovell reste fidèle à leur engagement envers le firmware et le matériel open source, et j'aime leur approche de Clipper Screen, qui a une interface utilisateur assez bonne. J'aime aussi qu'elle utilise une buse V6 Volcano au lieu d'une propriétaire. Maintenant, ce que je n'aime pas, le SVO-6 Ace a quelques défauts. Le refroidissement et le pontage de cette imprimante ne sont pas optimaux à une époque où nous sommes habitués aux ventilateurs de refroidissement auxiliaires et à leur performance. De plus, j'aurais aimé voir de plus en plus de profils perfectionnés livrés avec cette imprimante. Si Sovell veut que cette imprimante soit une alternative moins coûteuse à la Prusa Mark IV-S, par exemple pour ceux qui veulent des imprimantes de travail fiables et faciles à entretenir, il ferait bien de se rappeler que tant de ce qui fait le succès de Prusa ou Bamboo est la large gamme de profils d'impression absolument parfaits que vous obtenez lorsque vous achetez une Prusa. Comme certains critiques l'ont souligné lors de l'examen du SVO8 de Sovell, le simple fait d'offrir un profil de 0.2 mm et d'attendre que l'utilisateur crée tous les autres n'est pas suffisant. Les gars, il suffirait d'un seul employé comme un jour pour s'asseoir et créer une variété de profils à différentes hauteurs de couches et vitesses et forces, tout comme le font Prusa, Bamboo et même Creality, alors faites-le. Enfin, il aura le prix. Je pense que cette imprimante était censée être une option plus économique que quelque chose comme le Bamboo Lab A1, mais avec Bamboo qui réduit régulièrement leur prix sur celui-ci, y compris au moment de cet enregistrement, cela revient à peu près au même prix, juste avec un volume de construction plus petit, pas d'écosystème, moins de profils et pas d'extension multicolore, ce qui pourrait ne pas avoir de sens pour tout le monde, sauf pour les bricoleurs et les puristes de l'open source là-bas. D'accord, parlons des problèmes. Je n'ai eu que 2 problèmes avec le SVO6+. Premièrement, je voulais imprimer certains de ces moteurs de fusée pour comparer la qualité d'impression 1 à 1 avec le Mark IV-S dont je vais parler dans une seconde, mais les 2 fois que j'ai essayé de l'imprimer, des éléments plus petits ont échoué, comme vous pouvez le voir. Je soupçonne que cela a à voir avec les profils d'impression, comme mentionné précédemment. Modifier le Z-Hop, ou la vitesse des petits périmètres et surplombs, pourrait résoudre ce problème. Deuxièmement, j'ai eu quelques impressions qui ont échoué plusieurs fois en raison d'exceptions de ventilateurs. Sovell et moi avons tenté de comprendre, mais après avoir vérifié la carte de tête d'outils et les ventilateurs, le problème ne vient pas d'un connecteur lâche à cause du transport. Lisez le titre ci-dessous pour voir un connecteur lâche dû à l'expédition. Le SV06 Ace sera vendu à 299 $ avec les 5 premières unités à seulement 259 $. Je pense qu'il devrait être disponible à la commande quand vous verrez ceci. Maintenant, comparons le SV06 Ace à la mère de tous les Leadslingers, le nouveau Mark IV-S de Prusa. Au moment de cet enregistrement, j'ai enregistré un stupéfiant 291 heures sur cette imprimante, mais je tiens à noter que je l'ai eu beaucoup plus longtemps que toutes les autres. Spécifications de haut niveau. Si vous ne connaissez pas encore les spécifications de la Prusa i3, ce n'est pas grave. 220 par 250 par 250, l'impression la plus rapide que Prusa ait jamais proposée. Refroidissement amélioré de manière significative à 360 degrés. Caractéristiques remarquables. La principale chose qui différencie cette Mark IV-S des imprimantes de la dernière décennie de Prusa va être l'impression à haute vitesse, la buse Nextruder à haut débit de E3D avec la technologie Bantech et le refroidissement amélioré à 360 degrés. Examinons quelques Vous pouvez voir sur certaines de ces impressions que je voulais vraiment tester les limites du refroidissement de la Mark IV-S, et cela ne m'a pas déçu. D'accord, attendez, arrêtez tout, parce qu'une fois que j'ai mis certaines de ces impressions sous la lumière, en particulier celles que j'ai imprimées sur la Mark IV-S et que je les ai comparées aux modèles similaires que j'ai imprimés sur le Sovell SV06 Ace, il est rapidement devenu évident pour moi que quelque chose n'allait pas avec les Mark IVs censés avoir ces nouveaux moteurs pas à pas sophistiqués, qui n'ont pas de VFA.
J'ai donc effectué une quantité inhabituellement importante de tests et de comparaisons, et j'ai contacté Prusa. Et oui, il semble effectivement y avoir quelque chose qui ne va pas avec ma marque Forest. Normalement, je ne donnerais pas de répit à une entreprise pour quelque chose comme ça. Mais la chose avec Prusa, c'est que vous avez cette garantie, vous avez ce support de chat en direct qui fait partie de l'accord, et c'est ce pourquoi vous payez. Et ils ont immédiatement dit qu'ils voulaient remplacer complètement la machine. Je leur ai dit non, essayons de diagnostiquer et de comprendre ce qui ne va pas. Mais je voulais souligner, oui, certains de ces imprimés sur les Mark IV ne sont pas de qualité acceptable par rapport à ce que Prusa a dit que l'imprimante est capable de faire, surtout maintenant quand vous comparez à une imprimante beaucoup moins chère, la SV06 Ace. Et oui, cela ne représente apparemment pas ce dont le Mark IV S est capable. Alors, nous allons découvrir ce qui se passe. Et revenons à quelques impressions. D'accord, ce que j'aime. J'ai fait plus que ma part de blagues et de critiques concernant Prusa et leur taux d'innovation dans le passé, mais cette imprimante fonctionne simplement. C'est, sans aucun doute, l'imprimante 3D la plus fiable que j'ai jamais possédée. Elle est tellement fiable que, honnêtement, je préfère généralement imprimer avec celle-ci plutôt qu'avec mon Bamboo Lab X on Carbon. Elle n'a pas 1 million de capteurs, vérifications et processus qui me gênent ou se croient plus intelligents que moi. Et les chances de réussite d'une impression lorsque je clique simplement sur imprimer me semblent beaucoup plus élevées. Enfin, j'adore toutes les fonctionnalités que Prusa a intégrées dans Prusa Connect que je n'avais personnellement jamais utilisées avant cela. Des fonctionnalités telles que les statistiques, la mise en file d'attente et plus encore prouvent que cette imprimante est faite pour prospérer dans une ferme d'impression ou un makerspace. J'adore à quel point il est facile de simplement entretenir des choses comme le changement de buse. J'aime même l'écran tactile, même s'il est caractéristiquement un peu rétro et pas le Graphical User Interface le plus chic et le plus poli, il est super facile d'accéder rapidement à tout ce dont j'ai besoin. Cela dit, il y a quelque chose que je n'aime pas. Évidemment, comme je suppose que la plupart des fans de Prusa le souhaitent, j'aurais aimé que ce soit une imprimante CorexWise fermée, capable d'imprimer du nylon CF dès la sortie de la boîte, mais je veux limiter mes critiques à celles qui prennent vraiment cette imprimante pour ce qu'elle est, c'est-à-dire probablement la dernière itération de la plateforme Prusa i3, et même avec ces réserves, j'ai encore quelques griefs. Premièrement, un petit, je n'aime pas qu'il n'ait pas de stockage interne ou de mémoire, et que vous ayez besoin de garder une clé USB qui pend à l'avant. Mais honnêtement, j'ai déjà surmonté ça. Mon principal reproche est l'absence d'une caméra. À ce niveau de prix, à notre époque, il me semble franchement fou que Prusa s'attende à ce que vous achetiez un ESP32 imprimiez un boîtier, puis passiez votre propre temps à flasher le firmware et à installer la caméra si vous voulez des choses comme la surveillance à distance ou la fonctionnalité de time-lapse, surtout lorsque des imprimantes 5 fois moins chères ont des caméras intégrées. Ce qui m'amène à ma dernière critique, et je me rends compte que c'est probablement quelque chose que Prusa ne peut pas changer, le prix. J'adore absolument cette imprimante. Je l'adore tellement. Tellement, les gars. Il a une entreprise. Mais si je dépensais mon propre argent et une entreprise. Mais si je dépensais mon propre argent, je devais choisir entre cela plus l'enceinte Prusa contre, disons, un Voron 2.4, un Bamboo Lab X, un Carbone, une paire de Sovel SVO 8S ou comme 4 ou 5 différentes imprimantes budget, ce serait assez difficile à justifier, surtout une fois que vous prenez en compte les améliorations, l'expédition, les douanes. D'accord, parlons des problèmes. C'est une Prusa. On peut en dire beaucoup, mais ces machines sont fiables. J'ai eu une fuite à l'extrémité chaude, mais c'était à cause d'un adaptateur V6 de tiers bon marché que je testais. Le seul problème que j'ai rencontré est que parfois, l'écran tactile de l'imprimante ne répondait plus, mais jamais pendant une impression. Une réinitialisation rapide a immédiatement résolu le problème. Maintenant, au cas où vous vous le demanderiez, le prix du Mark IV S est de 1099 $ assemblés ou de 799 pour le kit, et c'est avant les frais de port et les droits d'importation, mais il est disponible et en stock maintenant. Enfin, regardons également une autre imprimante qui ne rentrait pas sur ma table, et c'est l'Ideaformer IR3 V2, une imprimante à courroie modernisée qui offre de nombreuses améliorations et innovations qui n'ont jamais réellement été faites auparavant sur une imprimante à courroie. Au moment de cet enregistrement, j'ai cumulé 86 heures sur cette imprimante,
Pour les spécifications de haut niveau, vous regardez un volume d'impression de 250x infini, une impression rapide, un clipper open source et un écran clipper. Parmi les caractéristiques remarquables, c'est non seulement la première imprimante à courroie à jamais fonctionner avec clipper et à imprimer à la vitesse de clipper, mais c'est aussi la première imprimante à courroie à jamais avoir un nivellement automatique du lit qui fonctionne parfaitement. Et pour aider à transférer de gros fichiers, il prend en charge les réseaux de 5 GHz, ce que la plupart des imprimantes ne font pas. Examinons à présent quelques échantillons d'impression. Vous pouvez voir que j'ai pris du temps pour comprendre ce qui peut et ne peut pas être imprimé sur une imprimante à courroie, mais une fois que j'ai compris, j'ai obtenu de très bons résultats et la qualité d'impression a largement dépassé mes attentes. Maintenant, ce que j'aime, la construction de cette machine est phénoménale. La qualité d'impression l'est aussi. Elle est très fiable, avec une détection d'obstruction efficace. Je suis ravi de voir qu'il fonctionne avec le Clipper Open Source et l'écran Clipper et qu'il fournisse un accès SSH afin que vous puissiez mettre à niveau ou modifier des choses sur le firmware. J'aime aussi le lit en métal et l'utilisation d'une taille de buse standard plutôt qu'une étrange taille propriétaire. Maintenant, ce que je n'aime pas. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de cette imprimante, mais presque toutes sont très petites. Je n'aime pas l'emplacement de la barre LED, par exemple. La webcam externe, sans même un modèle fourni pour l'impression et le montage sur les extrusions, semble être une réflexion après coup. Parfois, charger le filament peut être un peu agaçant et un peu délicat. Cependant, ce qui me dérange le plus, c'est le prix de vente conseillé. Le prix initial pour les premiers contributeurs sur Kickstarter est de 499 $ une aubaine, comparé au prix de vente conseillé de 1099 $. Maintenant, je ne sais pas s'ils prévoient réellement de facturer ce montant, mais s'ils le font, cela semble vraiment trop élevé, surtout maintenant que nous savons tous qu'ils peuvent se permettre de vendre l'imprimante à 499 $. De plus, 100 $ supplémentaires pour un ajout de convoyeur semblent un peu élevé. Une autre chose que j'ai presque oubliée. La trancheuse que vous devez utiliser avec cette imprimante est la trancheuse IdeaMaker de Race 3D, qui est maladroite, pas très intuitive, se bloque parfois et n'est généralement pas aussi bonne que les trancheuses que nous avons tous appris à connaître et à aimer. Ce n'est pas tant une critique de l'imprimante, mais j'aimerais vraiment qu'IdeaFormer consacre des ressources à l'ajout de l'impression à courroie à Orca Slicer, qui semble être beaucoup plus à jour et beaucoup plus soigné. Les seuls vrais problèmes que j'ai rencontrés avec cette imprimante étaient dus aux limitations de l'impression à courroie dans son ensemble, mais il y a un problème agaçant où il faut un certain temps pour réveiller l'écran tactile après qu'il se soit endormi. Mis à part cela, cette chose a été un rêve à utiliser, bien que je ne puisse pas en dire autant pour le trancheur. J'ai déjà mentionné le prix de l'imprimante, mais au moment de la diffusion de cette vidéo, le Kickstarter devrait être toujours en cours, permettant de l'obtenir pour environ 560 $ US, et ils prétendent qu'ils expédieront la plupart des unités en décembre et janvier. Mais comme il s'agit d'un Kickstarter, il n'y a aucune garantie réelle que vous receviez jamais l'imprimante, donc acheteurs, soyez prudents. J'aimerais donc entendre ce que vous pensez tous de ces imprimantes dans les commentaires ci-dessous, ou toute autre chose que vous aimeriez savoir que je n'ai pas couverte. Et une fois de plus, je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne sans aucun coût pour vous, n'hésitez pas à utiliser mes liens d'affiliation dans les descriptions avant d'acheter. Mais si la critique d'un autre créateur de contenu vous a aidé plus que celle-ci, alors n'oubliez pas de cliquer sur leur lien pour les soutenir, car le lien que vous cliquez avant de commander est celui qui reçoit le crédit. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à la prochaine couche.